Bonjour, bienvenue, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on fait un point sur le marché obligataire avec vous, Laurent Calvet. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la gestion obligataire chez Tikehau Capital. Marché du crédit qui d'ailleurs a bien performé, si on prend un petit peu de recul, depuis fin 2022 d'ailleurs. Oui, après une année 2022 compliquée. Oui, calamiteuse, il faut le dire. Oui. 2023, et oui, depuis le début de l'année, bien performé, tant sur le marché du haut rendement que le marché de l'investment grade, donc celui des entreprises bien notées. Voilà, avec des performances, on peut dire, satisfaisantes depuis le début de l'année. Sur le haut rendement, on est autour de 3,5% sur 6 mois. L'investment grade, donc entreprises les mieux notées. Comment on dit en français, investment grade ? Les entreprises bien notées. Bien notées, voilà. On est sur 1% sur 6 mois, donc on est dans la continuité de 2023 ? Alors 2023 a été beaucoup plus fort en termes de performance, c'était 12% sur le haut rendement et 8% à peu près sur les entreprises bien notées. Mais ça reste pour l'instant une très bonne année. Et en fait, ça s'explique par sur le marché du haut rendement qui a surperformé, comme vous l'avez dit, 3,5% contre 1% pour les entreprises bien notées depuis le début de l'année. Ça s'explique par deux facteurs. Le premier, c'est l'aspect fondamental des choses. Les résultats des entreprises sur les 2 premiers trimestres ont été bons. On a eu une baisse du prix des matières premières, une baisse de l'énergie, donc une stabilisation, voire une hausse des marges. On a des niveaux d'endettement qui sont légèrement orientés à la hausse, mais qui restent finalement assez contenus. Une couverture des intérêts, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à payer les intérêts de sa dette, qui a légèrement reflué aussi, mais qui reste sur des points hauts historiques. Donc fondamentalement, on est bien. Et puis des entreprises qui ont réussi aussi à se refinancer très activement. On avait parlé du mur de la dette, du mur de refinancement pour beaucoup d'entreprises. Bon, il y a un peu de casse, on a eu quand même du Atos qui est l'exemple, mais sinon à part ça s'est plutôt bien passé. Oui, alors sur des entreprises très endettées comme Casino, il y a eu aussi Altis, SFR, tout ça, et Atos, on a eu quelques problèmes. Mais sinon, globalement, la grande majorité des entreprises ont réussi à refinancer leurs dettes, à repousser dans le temps en fait ce mur de la dette dont vous parlez qui était identifié pour 2025-2026. Aujourd'hui, on l'a repoussé plutôt vers 2028-2029. Et donc, tout ce cocktail-là de fondamental très, très bien orienté et de refinancement de dette fait que les taux de défaut sur le marché du haut rendement sont restés extrêmement contenus, entre 2,5 et 3%, qui est à peu près la moyenne historique. Donc ça a joué en faveur de ce marché-là depuis le début de l'année, et en tout cas depuis fin 2022. Et puis un support technique également, qui n'est pas du tout négligeable et qui a été très fort. Les flux d'investissement. Exactement, des flux d'investissement. Là, depuis le début de l'année, on est à peu près à 5 milliards d'euros qui sont venus donc des investisseurs qui ont investi pour à peu près 5 milliards d'euros sur les fonds au rendement européens. Et c'est à mettre en face d'une taille du marché du haut rendement européen qui baisse. C'est-à-dire qu'on est passé de 480 milliards à peu près en 2021 à 360 milliards aujourd'hui. Pourquoi c'est un marché qui se rétrécit, qui rétrécit ? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que comme l'aspect fondamental des choses, les entreprises se portent bien, elles sont souvent, on augmente leur notation. Ah, donc elles sortent du champ des... Et elles passent dans le champ des entreprises bien notées. Ah. Donc elles sont notées 12 sur 20, et puis d'un coup on les note 15 sur 20, et elles changent de catégorie. Donc là, du coup, ça fait que le marché se réduit de facto. Et ensuite, on a très peu de transactions de fusion-acquisition, de LBO. Donc il y a peu de nouvelles transactions à financer. Par ailleurs, quand les entreprises refinancent leur dette actuelle, pour repousser, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le mur de la dette, elles le font pas forcément, elles refinancent pas leurs obligations avec de nouvelles obligations forcément. Elles vont de temps en temps les refinancer avec des prêts syndiqués ou avec des placements privés. Et donc du coup, forcément, c'est autant d'argent qui sort du marché. Et donc la conséquence, c'est que vous avez
plus d'argent qui vient investir sur les marchés du crédit à un moment où la taille se réduit, donc plus d'argent qui court après moins d'actifs, et donc les prix ont tendance à monter dans ce contexte-là. Sur les prix, on ne l'a pas dit, mais le rendement d'une obligation au rendement high yield, il y a deux moteurs de performance. Et je vous laisse expliquer. Oui, alors... On aurait dû commencer par ça d'ailleurs. C'est ce qui fait l'attrait aujourd'hui de ce marché-là, du haut rendement, c'est que dans les années précédentes, les 10 dernières années où les taux d'intérêt étaient à zéro, ce marché-là était un produit de prime de risque, puisque les deux composantes dont on parle pour l'évolution, la détermination du prix d'une obligation au rendement, c'est la partie taux d'intérêt, taux sans risque, oui, auquel on rajoute une prime de risque qui est le surcroît de rendement que les investisseurs exigent pour l'incrément de risque. Pour détenir cette obligation d'une entreprise dont le profil financier est plus risqué. Et plus risqué. Donc si on est dans les entreprises bien notées, cette prime de risque, elle est très faible. Et donc la plus grosse composante, ça va être les taux d'intérêt. Quand on est sur une entreprise haut rendement, la prime de risque peut être élevée et donc ça peut être la plus grosse composante. Et les 10 dernières années, les taux d'intérêt étaient à zéro, donc la composante taux d'intérêt était à zéro, et on avait juste la composante prime de risque. Donc c'était un produit de prime de risque dont le rendement général a évolué entre 2 et 4% sur les 10 dernières années. Et aujourd'hui, on a à peu près, donc en moyenne, on va dire sur la zone euro, c'est 3% sur les taux d'intérêt, et la prime de risque de 3,4, 3,5%. Donc ça nous fait 6,5%. À peu près globalement. Donc on est passé aujourd'hui, ce marché-là est devenu un produit de rendement. Et c'est pour ça que ça attire autant d'investisseurs, surtout à l'heure où la prime de risque action est au plus faible depuis les années 1990 à peu près. Pour le reste de l'année, on se dit quoi sur le second semestre? On reste sur la même tendance qu'au premier? On prolonge les courbes ou c'est dangereux de prolonger les courbes? Alors les performances passées, oui, mais sur... On ne préjuge pas des performances à venir, voilà. Il faut bien le rappeler. Mais si on s'intéresse à ces deux composantes qui vont déterminer la performance, la première sur les primes de risque, on ne voit pas vraiment à ce stade de gros problèmes à venir. La croissance en Europe semble montrer des signes plutôt positifs. Aux États-Unis, elle s'essouffle, mais sans pour autant s'effondrer. Les résultats, on va voir les résultats du troisième trimestre, mais bon, fondamentalement, l'image globale reste assez positive. Donc on a pour autant un peu de mal à voir les primes se comprimer davantage, qui engendrerait une augmentation du prix des obligations, puisque, encore une fois, et ça c'est la théorie de base pour tout le monde, quand les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations monte, et donc de la même façon, quand les primes de risque baissent, le prix des obligations monte. On a un peu de mal quand même à aller voir davantage se comprimer, même s'il reste encore un petit peu de place par rapport aux niveaux les plus bas qu'on a pu voir en 2017 ou en 2021, qui étaient à peu près de 2%, 2,5%. Donc là, on est sur quoi, 2%? Juste sur la prime de risque, donc on est à 3,4%. Donc dans un scénario vraiment très idéal, on pourrait voir cette prime de risque baisser sur ces niveaux-là. Maintenant, l'incertitude, elle vient plus de la partie taux d'intérêt. Ouais, et là, pour le coup, on ne sait pas trop si la BCE va poursuivre ses baisses de taux. On parle des taux directeurs, donc des taux courts, et si la Fed va enclencher ses premières baisses de taux à la rentrée. Alors, notre vision chez Tikehau Capital, c'est que les taux d'intérêt court terme sont plutôt bien ancrés à leur niveau actuel. Puisque, comme vous venez de le rappeler, les taux d'intérêt court terme sont beaucoup plus liés à la politique monétaire. En revanche, les taux d'intérêt long terme, qui sont plutôt liés à la croissance, à l'inflation, etc., sont peut-être trop bas et on pourrait voir une pantification de la courbe. Ça serait tout bénef, ça, pour les obligations de rendement. Alors, c'est encore une fois, si les taux d'intérêt long terme se mettent à monter quand les taux d'intérêt court terme ne bougent pas trop, ça ne serait pas très bon pour le prix des obligations. Pour le prix, bien sûr. Pour ceux qui en détiennent déjà. Exactement. Et en fait, pourquoi on pense qu'il y a un potentiel haussier sur les taux d'intérêt long terme, à la fois fondamental et technique. L'aspect fondamental des choses, c'est qu'aujourd'hui, la courbe de taux d'intérêt est inversée. Donc ça veut dire que les taux court terme aujourd'hui sont plus élevés que les taux long terme, alors qu'une forme normale de courbe de taux d'intérêt,
les taux d'intérêt long terme devraient être plus élevés. Donc s'il n'y a pas de récession, s'il n'y a pas de catastrophe sur la croissance, les taux d'intérêt long terme ne peuvent pas rester sous ceux de court terme pendant des années. On devrait aussi avoir la reconstitution d'une prime de terme pour compenser les incertitudes qu'on a aujourd'hui au niveau macroéconomique, géopolitique. Et puis l'aspect technique des choses qui est finalement, on l'a vu, ça revient vraiment sur le devant de la scène avec le risque politique notamment, c'est ces considérations de soutenabilité de la dette, le déficit. Qui pourrait pousser à la hausse les taux longs. Quand je dis que c'était positif pour les nouveaux entrants. Oui, alors... qui, eux, pourraient bénéficier à la fois donc, d'un taux... d'un meilleur point d'entrée. Et d'un point d'entrée en termes de taux, plus prime de risque. Après, on aurait dû le dire aussi, Laurent, tout de suite, mais dans le high yield, dans le haut rendement, entre guillemets, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que tout ne se vaut pas entre une entreprise qui est notée triple B, qui est le haut du panier du haut rendement, et C, simple C, double C, là je parle sans savoir, c'est pas du tout le même profil. Hein. Non, c'est pour ça que... Haut rendement, ça veut dire plus de risque, ça veut pas dire beaucoup de risque. Enfin, ça dépend de ce qu'on prend comme type d'entreprise et quelle notation elles ont. Si on rappelle, pour les gens qui nous regardent, l'échelle de notation, donc triple A, ouais. C'est 20 sur 20 de notation, de solidité financière. Ça, c'est pas au rendement, ça c'est investment grade. Non, ça c'est investment grade, très bien noté. Donc, et après on descend, ça fait double A, ouais. Simple A, triple B. Là, toute cette catégorie-là, ce que je viens de citer, c'est les entreprises... Triple B, c'est quelle note sur 20 ? Triple B, ça peut être c'est 15-16 sur 20. Ah, quand même. Oui, c'est une bonne note. Ouais. Et après, quand on passe en double B, on va passer sur du 14 sur 20, on va dire. Et double B, simple B et triple C, là, toutes ces trois paniers de notation sont ce qui constitue le haut rendement. Et aujourd'hui, la beauté du marché du crédit, grâce à la hausse des taux d'intérêt, notamment, qui fait que la composante taux d'intérêt est supérieure et la plus haute, la plus élevée des 10 dernières années, on a du rendement attractif en absolu. On n'est pas obligé d'aller très bas dans l'échelle de notation pour avoir du rendement attractif. On peut avoir sur des très bons élèves qui ont une note de 16 sur 20, 17 sur 20, 15 sur 20, on peut avoir entre 3,5 et 4% de rendement, alors qu'avant c'était 0. Ouais. Et sur des entreprises qui sont 14 sur 20, 13 sur 20, on peut avoir du 5-6%. Ouais. Maintenant, beaucoup de flux sont venus investir sur les marchés au travers d'ETF ou de fonds indiciels. Et donc, le propre d'un ETF ou d'un fonds indiciel, c'est de répliquer la composition d'un indice. Et il faut savoir que l'indice au rendement en Europe est composé à 2/3 de ces entreprises qui sont notées 14 ou 13 sur 20. Okay. Et donc, il y a eu un achat massif de ces 14 sur 20 et de ces 13 sur 20 qui fait qu'aujourd'hui, le couple rendement-risque de ce panier de notation n'est pas forcément très attractif. Et donc, le bon couple rendement-risque, c'est sur les boîtes notées 14 ou 15 ? Alors non, le bon couple rendement-risque, ça peut être soit sur les entreprises notées 17, 18, qui sont vraiment attractives en termes de rendement, pour le risque qui est fondamental, qui est assez faible, et les 11 et les 10 sur 20, qui ont juste la moyenne, parce que les investisseurs se disent... Non, ça, justement, c'est 10 sur 20. Alors, 10 sur 20, c'est quoi le critère ? C'est le critère de le profit financier, l'endettement, la capacité à rembourser ses emprunts. Pour faire assez simple, c'est pour schématiser, c'est à la fois l'endettement, le niveau d'endettement, et la diversification géographique, la diversification en termes de produits et le montant global de chiffre d'affaires. Et ces boîtes notées 10, 11 sur 20 ? Ça veut pas dire qu'elles vont faire faillite pour autant. Hein. Non, mais ça veut dire qu'elles sont plus petites, moins diversifiées, moins diversifiées en produits, en base de produits, moins diversifiées géographiquement et peut-être un chiffre d'affaires un peu plus petit pour schématiser. Mais ça veut pas, il y a de très très belles entreprises qui sont dans cette catégorie-là et qui présentent un couple rendement-risque. À savoir ? Par exemple, Picard, je sais pas, on pourrait citer... à titre d'exemple. Oui, à titre d'exemple, c'est vraiment ça. C'est bien de donner des exemples, on aurait dû commencer par ça aussi. à titre d'exemple, quand on a Fnac, vous pouvez prendre Fnac d'un côté, qui est double B, qui est noté 14 sur 20, et Picard, qui est triple C, qui est noté donc, en dessous de 10, 7, 8. Eh bien, beaucoup de gens ont acheté Fnac, parce qu'ils se disent, Fnac, c'est noté 14 sur 20, j'ai pas de problème avec ça. Et Picard, les gens restent un petit peu à l'écart, juste parce que c'est noté, ça n'a pas une très bonne notation.
Mais le rendement, le couple rendement-risque d'un Picard, qui reste une très belle entreprise française, qui est le leader dans les produits surgelés, qui a eu des petits problèmes sur les marges parce qu'ils ont eu des coûts d'électricité assez forts, notamment en 2023. Mais là, c'est derrière eux et ils vont pouvoir revenir à une croissance de leur marge. Donc il y a vraiment un potentiel de gain sur ce genre d'émetteur-là. Comparé à Fnac, où tout le monde l'a acheté massivement, et on peut revenir sur l'exemple de la volatilité qu'il y a eu post-élection, post-dissolution de l'Assemblée, par exemple en France. Ce sont 2 noms français. Donc il y a eu un peu des mois, les jours qui ont suivi la dissolution de l'Assemblée. L'obligation Fnac a perdu 2-3 points, quand l'obligation Picard en a perdu un demi. Parce que beaucoup plus de gens ont acheté ça, donc il y a beaucoup plus d'échanges de flux et de pression vendeuse. Et du coup, le rendement entre les deux, si on devait les comparer vous avez quasiment 1,5% de plus de rendement sur Picard. Bon, en conclusion de tout ce qu'on s'est dit là, Laurent. Conclusion de tout ce qu'on s'est dit là, c'est que le deuxième semestre devrait rester une deuxième partie d'année de portage, c'est-à-dire que sans pas vraiment de compression de prime de risque, mais encore une fois juste les intérêts qui accruent et donc qui font que on pourrait avoir encore peut-être entre 3 et 4% de performance l'année prochaine, mais peut-être potentiellement une volatilité au niveau des taux d'intérêt avec le risque géopolitique qui est revenu sur le devant de la scène depuis le début de l'année et qui arrive aussi outre-Atlantique avec les élections américaines. Donc plutôt se positionner si on veut s'éviter cette volatilité des taux d'intérêt, plutôt se positionner sur la partie courte de la courbe des taux et aller sur des entreprises de qualité, mais aussi pour avoir du rendement qui est en absolu le meilleur depuis 10 ans, et aussi sur d'autres entreprises un peu moins bien notées, mais qui restent extrêmement... Partie courte, c'est quoi? C'est 2-5 ans? Non, la partie courte, c'est plutôt 0-2 ans. Ah oui, donc c'est vraiment très court. Ouais. Bon, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, explication signée Laurent Calvet, directeur de la gestion obligataire chez Tikehau Capital. Merci. Merci. Et Valeurs Ajoutées revient très vite sur Boursorama.